Et on commence par Le garçon et le héron de Miyazaki. Maïto, Maman, sauve-moi. il se passe parfois des choses étranges dans notre manoir. 10 ans après son dernier film. Et le coup de l'artiste qui part à la retraite, Miyazaki est donc de retour avec ce nouveau conte intitulé Le garçon et le héron, un long métrage qui se veut comme une combinaison de toutes ses œuvres, explique la production du film. On va en parler avec nos critiques. Miyazaki a donc incorporé dans ce film son parcours de vie. L'histoire débute donc pendant la Seconde Guerre mondiale, époque de sa naissance. Un incendie dévaste l'hôpital où la mère du jeune héros est soignée. Elle y succombera. Maïto, le garçon, quitte alors Tokyo pour la campagne avec son père qui dirige une usine d'armement. Là encore, l'histoire de Maïto se rapproche de celle du réalisateur japonais. Le film bascule ensuite dans un autre univers, comme le maître japonais sait les inventer. Le jeune garçon, par chance, rencontre ce drôle de héron bavard qui va lui servir de guide, Antoine Léris. Vous êtes-vous laissé guider par ce garçon et par ce héron ? Alors, il y a plusieurs temps dans ce film. Il y a d'abord, sur fond bleu, le personnage de Totoro qui apparaît sur l'écran au tout début et on se dit, ça y est, on va partir dans l'émerveillement d'un film du studio Ghibli et d'un film de Miyazaki. Et au départ, c'est vraiment très puissant ce bombardement donc de Tokyo avec cet incendie. L'image est striée, il y a quelque chose de très dynamique, de très fort. On voit ce garçon qui court et puis d'un coup, tout s'arrête et il se retrouve à déménager dans une maison à la campagne, donc avec son père, qui a trouvé une nouvelle compagne, qui est la sœur cadette de la mère de cet enfant qui est décédé. Et là, le rythme du film s'arrête presque immédiatement. Et on suit les pas de ce garçon qui va essayer de s'intégrer dans cet univers familial, qui va quelque part un peu le pousser au dehors et dont il va finir par s'extraire lui-même en découvrant une porte sur un monde merveilleux qui, là, va nous emmener à l'intérieur de l'imaginaire même de Miyazaki. Et je crois que si le film a quelque chose de merveilleux, c'est de pouvoir entrer comme ça, en contact direct avec le cerveau du créateur. On a l'impression vraiment de dialoguer avec lui. Il y a quelque chose qui s'instaure puisque, en fait, il va nous rappeler tous les thèmes de ses films passés. C'est-à-dire que alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est quoi ces thèmes des films passés ? En fait, c'est pas compliqué. Vous avez le lieu abandonné, comme dans Totoro. Vous avez le tunnel végétal, comme dans Chihiro. Vous avez les petits animaux étranges, comme dans Mononoke. Vous avez la mer qui s'agite, comme dans Ponyo. Les avions et la guerre, comme dans Le vent se lève. Vous avez une sorcière, comme dans Kiki. Et en fait, il va comme ça nous rejouer à chaque fois les mêmes thèmes pour nous dire c'est bien dans mon œuvre que vous êtes en train de voyager. Ensuite, la question, c'est est-ce que ce voyage dans cette œuvre globale de Miyazaki fait une œuvre en elle-même? C'est la question qu'on peut se poser, et notamment par rapport à la date de sortie de ce film qui sort au beau milieu des vacances de la Toussaint, là où on va au cinéma avec les enfants. Très honnêtement, je me pose la question de est-ce qu'on a vraiment envie d'emmener ses enfants voir ce film-là? Film plus dur, plus confus, Lucille Como, qui vous a pas vraiment séduit ? Alors, je sais pas s'il est plus dur, qu'il soit plus confus, c'est aussi assez compliqué à dire parce que, en fait, ce qu'on aime souvent dans les films de Miyazaki, c'est ne pas reconnaître, c'est-à-dire ne pas comprendre ce qu'on est en train de voir. La rupture de rythme, on l'accepte dans les films que vous citez, précisément parce qu'elle nous heurte à l'endroit de la réception de quelque chose d'absolument étrange. Là, le problème, c'est ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur et qu'en tant que spectateur qui connaît Miyazaki, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense, qui vont aller voir ce film, on est engagé dans un jeu de reconnaissance permanente. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de regarder une scène, parce que c'est pas seulement des motifs, c'est aussi vraiment parfois des petits bouts de mise en scène ou des formes très très reconnaissables. Il y a par exemple ce moment où le petit garçon, il doit monter à une échelle, l'échelle se décroche exactement comme l'échelle de la falaise, enfin c'est les tuyaux de Chihiro, et c'est au plan près exactement la même image. Donc on se retrouve dans une manière de reconnaissance en permanente, alors que ce qu'on aimait précisément, c'était l'étrangeté. Donc il y a ça d'une part, et puis il y a le côté extrêmement filandreux de la narration dont vous avez un peu parlé, Antoine, c'est-à-dire que en effet, une fois qu'on passe dans ce monde un peu merveilleux qui est... le passage, c'est quelque chose qu'on voit tout le temps chez Miyazaki. Encore une fois, on sait qu'on va arriver dans un endroit complètement inconnu et que ça va être bizarre. Mais là, on y passe d'une manière assez linéaire. C'est-à-dire qu'au lieu de ce fonctionnement poétique qui était très propre au cinéma de Miyazaki, qui était de mettre en rapport
des mondes qui étaient un peu les uns au-dessus des autres et pas les uns à côté des autres, où il y avait des choses qui se répondaient, des couleurs, c'est le fonctionnement de la poésie, ça marche par le signifiant. Là, on a plutôt à faire une accumulation de signes dans un truc un peu picaresque où on passe d'un monde à l'autre, voilà, de manière assez successive. Et en fait, au bout de 3-4 mondes, qui sont tous très beaux, on n'en peut plus en fait. On n'arrive plus en tant que spectateur, à assimiler l'image qu'on nous montre. Donc, il y a un effet de trop plein énorme. Une accumulation trop importante. En fait, on est dans l'accumulation et non plus dans le système d'écho qui était la forme magnifique des films de Miyazaki. J'ai envie de dire, quand on va voir un Miyazaki, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, ces films d'animation, on les appelle par le nom du réalisateur, on a envie d'être rassuré et retrouver des choses qu'on connaît déjà. Est-ce que c'est plutôt rassurant? Mais c'est pas ce que vous attendiez, si j'ai bien compris. Antoine Léris. En fait, ce qui se passe, c'est justement, il nous entraîne c'est-à-dire qu'il a créé sa propre mythologie, donc on sait exactement qu'on va découvrir des choses extraordinaires, mais on ne sait jamais lesquelles. Et c'est ça qui est absolument fascinant dans les films de Miyazaki, et même en général dans les films du studio Ghibli, puisqu'on confond d'ailleurs souvent les deux, on lui attribue des films qui ne sont pas de lui, du moment que ça sort du studio Ghibli. Là, ce qui est très différent, justement, c'est qu'il nous emmène dans un terrain qui est effectivement à chaque fois connu, il y a une forme de répétition. On a effectivement l'impression de passer d'une pièce à une autre et que chaque fois, un motif déjà connu va être reproduit. En revanche, je trouve que là où ça prend du sens, c'est sur la toute dernière partie du film, que je vais essayer évidemment de ne pas raconter, mais qui là, moi, m'a complètement emporté, c'est-à-dire m'a réellement profondément bouleversé, comme rarement un film de Miyazaki m'a bouleversé. Quand je commence à comprendre qu'en fait c'est un réalisateur, qui voit la mort arriver, qui voit la fin arriver et qui essaye de trouver un héritier et qui n'en trouve pas. Puisqu'il dit, il y a un personnage, un vieux monsieur barbu qui donc a créé ce monde dans lequel le petit garçon va aller. C'est le grand-oncle, c'est ça? Une espèce d'être suprême, voilà. Qui a passé sa vie dans les livres et qui a créé ce monde imaginaire, qu'il a même fabriqué, à proprement parler, qu'il a fabriqué avec 13 blocs et qui propose à ce petit garçon de continuer cette œuvre-là. 13 blocs, on en est au 12e long métrage de Miyazaki, et ça fera 13 avec le prochain. Et donc évidemment, il y a quelque chose je trouve de très beau de voir quelqu'un qui voit son héritage qui va probablement s'effondrer, ces personnages être libérés sans que l'œuvre soit continuée. Ça, il y a deux éléments qui sont intéressants. C'est la première partie un peu autobiographique, c'est-à-dire qu'il incorpore effectivement son parcours de vie dans ce nouveau long métrage, avec des personnages qui sont inspirés de personnes réelles. J'ai parlé du père, de l'histoire de la mère aussi qui meurt dans l'hôpital au début, et les fondateurs aussi du studio. Il y a comme ça des hommages aux personnes, aux personnes avec qui il a travaillé, Lucille Como, ce qui en fait véritablement un film testamentaire. C'est tout le problème en fait, c'est que de toute façon c'est une fiction, puisque Miyazaki avait dit qu'il ferait plus de films, il en fait une. Il y a un jeu avec la réception du spectateur qui me déplaît moi, parce que je trouve qu'il y a une volonté de contrôle de la part du créateur qui inhibe nos réflexes de réception. Et moi, ça m'intéresse pas beaucoup. Par exemple, ce que vous décrivez de la substance autobiographique, je la connaissais pas nécessairement d'ailleurs quand je suis allée voir le film, et je vois rétrospectivement à quel point elle peut plomber la matière. Par exemple, vous parliez de cet élément de la mère à l'hôpital. C'est aussi un élément dans Totoro, oui. C'est-à-dire que les petites filles, c'est l'histoire de deux petites filles qui sont à la recherche d'un animal mystérieux, aussi à la campagne, alors que en hors-champ permanent, on sait que la mère est à l'hôpital, et c'est très important pour l'attention du film. Et c'est beaucoup plus émouvant dans Totoro que là, dans ce film, où la question de la maternité, qui a l'air d'être la grosse affaire quand même de Miyazaki, dans ce film-là en particulier, parce que vous avez parlé de l'être suprême, c'est-à-dire ce père, entre guillemets, de substitution que le petit garçon va réussir à trouver dans le monde imaginaire, mais en fait, la fin du film rabat toutes les interprétations qu'on peut avoir de Miyazaki sur quelque chose d'assez simpliste, d'assez oedipien, en plus d'assez occidentalo-centré. Je trouve il y a beaucoup de choses, enfin je sais pas si vous êtes d'accord Antoine, non, je crois, mais moi qui m'ont fait beaucoup penser à des références pour le coup de fiction européenne, Alice au Pays des Merveilles, Blanche-Neige. Là, c'est Miyazaki qui, depuis le début de sa carrière, a des références très européennes. Le tunnel végétal, il est dans Chihiro, il est dans Alice au Pays des Merveilles, et il y a des références comme ça permanentes de Miyazaki. Ça m'a davantage frappé en tant que cliché, entre guillemets, d'image qui aurait été, encore une fois, accumulé dans une forme. D'ailleurs, j'ai noté, le héron n'est-il pas le lapin d'Alice au Pays des Merveilles? Oui, c'est ça. Clairement, ce personnage du héron.
Alors, il est beaucoup moins séduisant que le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Il invite beaucoup moins à l'aventure. Et il y a, en fait, vous découvrirez, mais assez vite dans le film, finalement, que ce héron, cet animal magnifique, est en fait un costume dans lequel quelqu'un est caché. Ce qui change tout à fait la dimension de séduction, d'amusement, du côté ludique que pouvait avoir le lapin, et que n'a pas du tout le héron. Mais moi, ce que je trouve très beau, et on parlait de cette dernière partie du film, c'est que, donc, en fait, là, Miyazaki est les deux personnages à la fois, c'est-à-dire, je crois qu'il est à la fois l'enfant et qu'il est à la fois le créateur, et qu'il s'interroge lui-même, finalement, sur, je trouve, quelque chose d'assez beau, du côté, est-ce que moi-même, si j'avais été jeune à nouveau, j'aurais voulu reprendre un monde qui a déjà été bâti, ou est-ce que j'aurais voulu vivre et bâtir mon propre monde? Et ça, je trouve ça vraiment très beau, très touchant et très positif, alors même que le film est un peu hermétique, un peu ennuyeux dans toute sa première partie, on peut le dire, mais je trouve que terminer sur cette note positive, moi, me le rend très tendre, quoi. Lucille Como, il cherche un successeur dans son studio, le fameux studio Ghibli, même si là, il y a beaucoup d'entourage qui s'exprime, qui raconte comment le film est arrivé, comment est-ce qu'il travaille, ce côté un peu je veux tout maîtriser, je me mêle de tout sur la réalisation de ce film. Est-ce que c'est trop? Est-ce qu'il y a trop de Miyazaki dans ce film? Est-ce que c'est le film de trop, si on va jusque-là? Non. Je saurais pas dire, c'est difficile de répondre à ce genre de questions-là parce que j'aurais du mal à juger rétrospectivement moi-même. Ce serait me mettre dans cette même position que justement j'essaye pas de dénoncer, mais en tout cas de pointer comme étant un peu envahissante dans le film. Non, mais je voulais juste revenir sur le héron parce que il y a un truc qui est très beau et qui demeure, mais c'est à l'échelle du détail. Et ça, je trouve que ça résiste très fort dans ce film-là aussi de Miyazaki. C'est une espèce d'articulation entre quelque chose qui est drôle, qui est burlesque, vraiment, genre grotesque, quoi, avec ce héron, c'est une capuche, en fait, un peu une capuche de héron, et l'inquiétude. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très peu, qui, à mon avis, est très propre à Miyazaki, qui est très étrange, pour le coup, pour nous, je pense, spectateurs occidentaux. Ce truc où il y a aucun hiatus entre le sublime et le burlesque, jamais, et que tout ça fonctionne en même temps. Bon, ça, on le retrouve... Moi, je trouve pas à l'échelle du film, mais à l'échelle de petits détails, et bon, ça fait toujours plaisir, quoi. J'ai dit tout à l'heure, c'était un film moins facile. Je sais pas si c'est la bonne expression. Oui. L'aventure est plus dure, plus rude, peut-être, pour ce petit garçon. Alors, je vous rappellerai que dans Chihiro, ses parents se transforment en cochons. Oui. Alors, donc, en termes de dureté, il me semble que les films de Miyazaki ont toujours été très durs. Dans Princesse Mononoke, il y a une sorte de mal qui prend les animaux fantastiques, qui va les détruire. C'est toujours des histoires très difficiles. Je pense que ce qui est compliqué, c'est que là, c'est un film pour cinéphiles. C'est-à-dire, c'est vraiment... Enfin, en gros, vous disiez, qu'est-ce qui le différencie? En fait, l'utilité de ce film, c'est dans 20 ans. Quand on fera une rétrospective intégrale de Miyazaki, on sera heureux d'avoir ce film-là pour avoir quelques petites clés de compréhension. Je le crois. En revanche, est-ce que c'est un magnifique film de vacances pour emmener ses enfants? Non, évidemment non. Non, parce qu'en plus, il n'y a pas l'espèce de valeur cathartique des films que vous venez de citer, parce que, et je pense que c'est aussi un défaut du film, on a très peu d'empathie. On n'en a pas beaucoup parlé de ce garçon, on a parlé du héron. On a assez peu d'empathie pour lui, en fait. On n'a pas le temps de le connaître. Il n'est pas du tout construit. Chihiro, c'est un personnage qui est profondément construit et qu'on aime tout de suite. Parce que toute la première partie l'installe dans son rapport à ses parents, dans son rapport à la nature, puis dans son rapport au travail. Elle a quelque chose de maladroit. Elle est plus petite aussi, peut-être que c'est différent. Et là, paradoxalement, c'est peut-être en effet un autoportrait de l'auteur, mais alors vraiment, il y a très peu de choses qui circulent du personnage vers le spectateur. Et là, à mon avis, c'est aussi un défaut du film. 私の世界まだ道半ばだよ母さん真人私の仕事を継いでくれぬか Et c'est en salle ce jour en version originale ou en version française, Le Garçon et le Héron d'Hayao Miyazaki. Les midis de culture, Nicolas Herbeau. Et nous parlons d'un autre petit garçon à présent avec L'Enlèvement de Marco Bellocchio. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato e ho l'ordine di prendere. Cosa? Vostro figlio è cristiano in eterno.
ce n'est pas la première fois qu'une histoire vraie inspire le réalisateur italien Marco Bellocchio. L'histoire de ce jeune garçon né au 19e siècle dans une famille du quartier juif de Bologne. En 1858, précisément, les soldats du pape font irruption pour enlever Edgardo Mortara, âgé de 7 ans. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il a été baptisé en douce par une servante qui était inquiète pour le salut de son âme. Et il devient ainsi, à l'insu des siens, chrétien pour l'éternité, comme on vient de l'entendre, et doit à ce titre recevoir une éducation catholique d'après les plus hautes autorités du Vatican. En racontant l'histoire de cet enlèvement, Marco Bellocchio veut mettre en scène, dit-il, un crime commis au nom d'un principe absolu. Lucille, comment avez-vous été séduite par cette démarche et par ce film? Oui, c'est un film qui est impressionnant de toute façon, parce que c'est un film assez grandiloquent, avec, comme on l'entendait dans la bande-annonce, beaucoup d'effets. On va en reparler. Grandiloquent, non mais je l'entends pas du tout négativement. Vous réagissez? Oui, grandiose, allez. Oui. Non, Antoine Léris fait des petits yeux Oui, je vois. surprenants. Mais allez-y, grandiose. Allez. Vous pouvez. De toute façon, c'est sa grande affaire à Bellocchio, maintenant qu'il a plus de 80 ans, de traquer dans l'histoire italienne tout le temps la question du pouvoir et la question des abus de pouvoir. C'est vraiment son truc à lui. Donc là, il prend un cas, c'est-à-dire le cas de ce petit garçon, en effet, qui est enlevé par la papauté, c'est tout ce qu'elle représente, à un moment où la papauté vacille en Italie, parce qu'on est à la veille d'un grand changement historique, donc dans les années 1850, et il en fait de cette histoire-là, de ce drame qui est familial, qui est circonscrit à une petite ville, à une famille, à une communauté, donc la communauté juive de Bologne, il en fait un lieu pour réfléchir à son pays. C'est toujours été son truc. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'en fait, ce film, il a été un peu pensé par Spielberg. Spielberg a voulu parler de cette histoire précisément, de ce petit garçon-là. Et puis, il a abandonné l'idée parce qu'il trouvait pas l'acteur. Bon, on en parlera peut-être de ça, de l'acteur qui joue l'enfant. Et Bellocchio attendait en fait que Spielberg lâche l'affaire pour faire son film. Et il en fait un film hyper italien avec la langue italienne, la langue diverse italienne, puisqu'on est à une époque entre guillemets nationaliste où on parle encore des dialectes. Et donc, quand les personnages se retrouvent en procès, parce qu'il y a beaucoup de lieux institutionnels et de scènes institutionnelles, on leur demande sans cesse de parler en vrai italien. Voilà. Moi, je trouve que c'est un très beau film. Je le trouve un peu écrasant. Il se trouve aussi peut-être que j'ai trop vu, entre guillemets, de Bellocchio en trop peu de temps, puisque j'ai vu la série sur Aldo Moro qui est sortie sur Arte il y a peu de temps. Et puis, j'avais revu Le Traître, qui est un très grand film sur la mafia. Et alors, peut-être, dans ce film-là, j'ai vu beaucoup de trucs. C'est-à-dire, je vois beaucoup. C'est pas forcément des tics, ça, ce serait le côté grandiloquent du grandiose. Non, c'est pas des tics, c'est plus une manière de faire, des obsessions formelles, qui sont un peu tout le temps. Il y a une recette, quoi. Donc, quand on s'attache à ça, on est un petit peu en dehors du drame. J'y reviendrai. Il y a aussi un truc hyper théâtral qui peut-être nous met beaucoup à distance, mais je sens que Antoine n'est pas du tout d'accord avec moi, Antoine... du coup je le regarde pas parce qu'il me fait trop peur. Antoine Léris, qu'avez-vous pensé? Non, mais alors c'est drôle parce film. que j'ai fait exactement le même parcours que Lucille, Esther Nonoté, j'ai revu Le Traître, et donc en très peu de temps, beaucoup de Bellocchio, et moi, ça m'a fait l'effet exactement inverse, c'est-à-dire j'ai eu un vrai bonheur à retrouver ce type de film classique. Voilà, il faut savoir ce qu'on va aller voir, c'est-à-dire c'est un grand film classique. Donc on a en fait une grande histoire dans un contexte historique important. Non, mais ça fait partie de ce plaisir-là de cinéma. On a des émotions universelles, il y a des larmes, il y a des violons, de la musique, il y a des figurants, il y a des costumes, il y a des décors. C'est une époque. Ça, c'est le film classique. Il y a des langues, classique. une dramaturgie qui est soulignée. Effectivement, elle est peut-être parfois souligné, mais ça fait partie du plaisir du grand film classique. En fait, et Lucille en parlait, Bellocchio fait des films comme Hollywood n'en fait plus. Et c'est vraiment cette histoire de la production avec Steven Spielberg, moi, m'intéresse beaucoup parce que on a l'impression que Hollywood n'ose plus faire autre chose que ou des films de super-héros ou des franchises ou des choses comme ça. Et ben, Bellocchio, lui, le fait en apportant justement cette touche européenne, mais en gardant le côté, effectivement, oui, grandiose. Un grand film classique hollywoodien, ça vient un peu avec des gros sabots, évidemment, et c'est aussi ce qu'on cherche, quoi. On cherche ces moments d'émotion un peu intenses, ces moments de drame où, comme ça, les deux mains ne peuvent pas se rejoindre, mais l'enfant et la mère sont séparés. Évidemment, c'est ce genre de choses qu'on va chercher et qu'on va trouver dans ce film-là, mais avec une véritable intelligence, parce qu'effectivement, c'est une époque de l'Italie qui est hyper importante. C'est vraiment le moment de la naissance, en fait, de l'Italie, de la réunification de l'Italie. Et je trouve que pour un républicain 68 art comme Bellocchio, le traiter comme il le fait,
en n'imposant pas des caractères de méchants ou de gentils d'un côté ou de l'autre. Moi, je trouve ça hyper intéressant de nous raconter cette naissance de l'Italie depuis la forteresse assiégée du Vatican, avec ce lien très particulier qui s'est créé entre ce pape et cet enfant. La grande histoire avec la petite histoire de ce petit garçon. Vous vouliez en dire un mot tout à l'heure, Lucille Como. Marco Bellocchio dit vouloir montrer le désarroi de ce petit garçon Edgardo qui évidemment est arraché à sa famille. Et est-ce qu'il faut en dire un peu plus? Va se trouver une nouvelle famille? Oui, son parcours en fait est une forme prétexte et c'est là aussi où je trouve qu'il y a un petit problème dans la réception qu'on peut avoir du film, c'est-à-dire que et ça tient peut-être aussi au choix de l'acteur que je trouve assez statique, alors qu'il joue dans un personnel d'acteurs qui par ailleurs est ultra expressif. Bellocchio, c'est quelqu'un qui fait beaucoup jouer ses acteurs. C'est aussi peut-être ce que vous décrivez quand vous parlez d'Hollywood et de la manière classique, parce qu'il y a quelque chose de profondément surexpressif dans la manière dont dont les acteurs jouent. En fait, moi, ça me fait pas tant penser à un film hollywoodien qu'à un opéra, donc pour le coup une forme vraiment italienne. Il y a la musique dont on a un tout petit peu parlé, qui n'est pas du tout d'ailleurs la musique de la bande-annonce, qui est signée un certain Fabio Massimo Capogrosso, donc vraiment de la musique italienne, et qui est magnifique. Enfin, la musique est splendide, c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans le film. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle est très lyrique, cette musique, elle est très premier degré, elle vient appuyer pile à des moments les plus dramatiques et les plus pathétiques, notamment de l'histoire familiale, parce que en effet l'histoire familiale importe. Et en même temps, il y a des effets de burlesque en permanence et de théâtralité exacerbée qui mettent tout le temps le spectateur un petit peu en retrait. C'est-à-dire que, en fait, on est tout le temps dans une adhésion contrariée à la pure émotion que par ailleurs on voudrait encourager par des tas d'effets qui sont les effets en effet de réalisme et de surexpressionnisme. Mais du coup, il y a quoi? Il y a un trop plein là aussi? Il y a d'émotions? il y a une contradiction. Enfin, je sais pas. Moi, ça ne m'a pas fait grand chose. Alors peut-être Antoine est particulièrement ému aujourd'hui, donc profitons-en. Alors, mais il va compenser mon cœur de pierre. Mais moi, je m'en fichais un petit peu de ce petit garçon. Je voyais beaucoup d'effets, je regardais les costumes, je riais au burlesque de ces personnages de grandes institutions qui choient littéralement, mais l'histoire familiale ne m'a pas procuré grand-chose. Pas certain qu'Antoine Léris jette comme ça le destin de ce petit garçon à la poubelle. Non, mais j'ai pas dit ça non. Non, et d'autant que je trouve très beau, c'est qu'il est pris dans une double culpabilité, ce petit garçon, donc de devoir trahir sa famille juive en se convertissant au catholicisme et d'être celui, puisqu'une nonne à un moment lui dit, d'être issu du peuple qui a tué le Christ. Et il y a aussi cette figure du Christ qui est hyper importante, qu'on voit dans plusieurs plans. Il y a même une scène qui est très bellocchiesque, puisqu'elle va dans le fantastique, dans le rêve. Il y a souvent du rêve chez Bellocchio, où on voit le Christ qui descend de sa croix, comme si ce petit enfant arrivait à le libérer. Et je trouve que justement, il est statique parce qu'il est au milieu de ces deux culpabilités, qu'il est pris entre le marteau et l'enclume. Et ça, au contraire, je trouve ça assez beau et je trouve que le petit garçon l'incarne parfaitement. Et puis en plus, je vais pas demander à un petit garçon d'être Robert De Niro à l'écran. Ah bah, si. Je trouve qu'il incarne très bien cette dimension-là. Ça au petit garçon. Et il y a un autre personnage, moi, qui m'intéresse parce que Bologne, c'est pas innocent non plus. C'est quand même la ville de la création de l'université. On a ce personnage du père qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est lui quelque part en tant que spectateur, qui est avec nous et qui est toujours du côté de la raison. C'est-à-dire, il y a de la sensibilité, de l'émotion partout, de la violence, des enjeux de pouvoir, et lui est toujours du côté de la raison, c'est-à-dire il se dit toujours que les choses vont se dérouler comme elles devraient le faire si on était à peu près raisonnable. Et ce regard de ce père sur cette histoire qui est totalement déraisonnable, moi, m'a beaucoup intéressé aussi. Vous n'avez pas dit un mot sur la musique qui plaisait à Lucille Como. Est-ce que ça vous a permis de rentrer dans ce film? Ça vous a tenu à distance? Ça vous a emporté? Moi, la musique m'a emporté, mais exactement comme dans un opéra, la musique avec les décors, avec les costumes et avec justement la théâtralité de l'opéra. En fait, c'est vraiment un tout qui fait qu'on se laisse emporter dans ce film-là. Mais c'est là où il est le meilleur, Bellocchio, c'est dans la vraie théâtralité et quand il l'assume. Et d'ailleurs, les plus belles scènes, à mon avis, et ça rappelle Le Traître et ça rappelle le film sur la série sur Aldo Moro, c'est vraiment les scènes qui reproduisent le théâtre à l'intérieur du théâtre. C'est les scènes de procès. Il y a ce procès au cœur du film avec en effet le père qui est probablement un des personnages les plus passionnants. Qui s'effondre finalement quand même, il finit par s'effondrer à la fin, mais qui est quand même une scène d'une clarté cinématographique et d'une beauté absolue, quoi.
Pour terminer, ce film était en lice pour la Palme d'Or à Cannes en mai dernier et j'ai l'impression, vous allez peut-être me contredire, qu'il est un peu passé entre les gouttes, entre les mailles du filet. Est-ce que c'est mérité? Est-ce qu'on a raté ce film à Cannes, Lucille Como? Ouais, non, je pense pas qu'on a raté. Non, mais on n'a pas raté ce film à Cannes. En fait, en effet, l'académisme de la forme le met à l'écart parce qu'il a pas de problème. Ouais, il a plus sa C'est un place film sans problème, à l'Oscar du meilleur film étranger, par exemple. Ouais. Plus qu'au Festival de Cannes. Oui. Donc on n'a pas raté à Cannes, ça c'est une bonne nouvelle et on ne le rattrape pas non plus ce mercredi dans les salles. Merci à tous les deux. L'enlèvement de Marco Bellocchio sort donc en salle aujourd'hui et je remercie les critiques de ce mercredi 1er novembre. Lucille Como, productrice à France Culture, on vous retrouve tous les matins à 8h55 pour votre regard culturel. Antoine Léris, on vous lit dans le magazine trimestriel Respect et on vous retrouvera aussi bientôt sur France Culture, j'en dis pas plus. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci à tous. Merci. À très bientôt.